Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être en si grand nombre aujourd'hui pour ce webinaire dédié à la protection contre les chutes. Webinaire intitulé « Changement normatif en vigueur et prévu, ce qu'il faut savoir ». Donc, c'est un webinaire d'environ 45 minutes où on prendra vos questions à la fin. Webinaire principalement au niveau de l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est on va toucher entre autres les derniers changements en protection contre les chutes. On le sait, les normes CSA évoluent et notre intention aujourd'hui, c'est de vous mettre au fait des dernières tendances en matière de protection anti-chute. Donc, je serai votre animatrice aujourd'hui, Isabelle Delphine. Je suis directrice marketing chez SPI Santé Sécurité et j'ai avec moi notre invité spécial, Bruce Davis, qui est expert conseil en protection contre les chutes chez SPI. Bruce détient plus de 26 années d'expérience en santé sécurité du travail. Il cumule des centaines de projets rattachés à la mise en place de solutions en protection contre les chutes. M. Davis détient également plusieurs diplômes de formateurs, entre autres à l'UQAM et à la Solowski Fall Protection Inc. en collaboration avec la CSA. Donc, bienvenue Bruce, merci d'être avec nous. Bien, merci beaucoup pour l'invitation, Isabelle. J'aimerais également remercier tous qui nous écoutent présentement sur le webinaire. Donc, cet après-midi, qu'est-ce que je voudrais vous entretenir dessus? C'est quelques changements normatifs qui sont présentement en vigueur, bien sûr, mais également qui sont prévus dans le futur dans certains de nos standards CSA. Tout d'abord, les normes CSA, ce qui a trait à la protection contre les chutes, est une grande famille. On parle des standards dans le Z259 qui comporte 14 standards distincts. Donc, vous comprendrez que ces standards-là évoluent, changent, soit avec les avancements technologiques dans les équipements de protection contre les chutes, les risques perçus dans l'environnement qui changent également et tout. Fait que nos normes sont là pour justement assurer qu'on a des équipements qui sont à la fine pointe, qui vont répondre justement à ces nouvelles réalités-là. En soi, j'aime beaucoup comparer les normes CSA à une police d'assurance qualité. Les normes CSA sont là pour principalement statuer sur les critères de conception des équipements qu'on va utiliser, autrement dit le design si vous préférez, les critères de performance de ces équipements-là également. Essentiellement, on veut s'assurer que les équipements vont répondre aux attentes dans l'éventualité que quelqu'un actuellement chute. On s'attend que ces équipements-là performent de façon convenable. Également, marquage, qu'est-ce qu'on entend par ça, l'étiquetage sur les équipements, mais également, à l'intérieur des normes, on touche critères d'inspection, recertification, entretien de ces équipements-là également. Je voudrais vous entretenir cet après-midi essentiellement sur deux standards. Un qui est pas nouveau du tout en soi, qui date pratiquement de 10 ans en soi, mais je trouve ça important de vous en parler cet après-midi. C'est le standard Z259.11, qui est une nouvelle classification au niveau des absorbeurs d'énergie qu'on emploie sur nos dispositifs de connexion, nos liens de retenue. Puis je pose la question, celle-ci est-elle comprise et appliquée sur le terrain? Parce que je vous dirais, encore là, personnellement, je ne vois pas l'utilisation de ces équipements-là sur nos chantiers, sur nos aires de travail. Fait que je trouvais ça essentiel d'y revenir un peu sur cette norme-là qui est quand même dans une édition qui date de près de 10 ans déjà. Le deuxième norme, donc, que je vais vous en adresser après-midi, c'est la Z259.2.2 et celle-ci touche essentiellement nos dispositifs rétractables. Donc, en l'occurrence, autrement dit, nos lignes de vie auto-rétractables. Je vous mets en garde tout de suite, qu'est-ce que je vais vous en parler cet après-midi. C'est des changements qui viennent dans le futur. Autrement dit, ces changements-là sont publiés, mais ne sont pas appliqués. Fait que je vais vous en parler quand même de qu'est-ce qui va s'en venir. Mais par contre, est-ce qu'on peut bénéficier de ces changements-là au niveau de ces types d'équipements-là aujourd'hui? Et on va adresser ça au cours de cette présentation cet après-midi.
Donc, on va parler de la norme CSA Z259.11 sur les absorbeurs d'énergie. Fait que les faits saillants, si je peux les énumérer relativement simplement, premier des lieux, ça peut paraître banal, mais on a remplacé le mot amortisseur par absorbeur d'énergie pour mieux décrire la fonction de ce dispositif-là. Alors, un absorbeur d'énergie, sa fonctionnalité, son fonction première, c'est d'être en mesure d'atténuer l'énergie qui est créée lors d'une chute. On appelle ça une énergie cinétique. En quoi? Une énergie cinétique, c'est l'énergie de mouvement. Donc, lorsqu'un masse est en mouvement, dépendamment de sa vitesse, ça crée ce qu'on appelle une énergie cinétique. Et cette énergie cinétique-là peut être plus qu'important lorsqu'on parle d'un arrêt de chute. Fait qu'on va parler des absorbeurs d'énergie. Puis à l'intérieur de ce standard-là, on a introduit une classification, si vous me permettez, qu'on appelle poids lourd en soi. On a divisé et classifié nos absorbeurs d'énergie pour répondre à une réalité de population. On est une population de plus en plus croissante et à la blague, je ne veux pas dire de façon démographique, mais bien sûr, la tour de taille, c'est une réalité. On est une population de plus en plus corpulente, si je peux l'exprimer ainsi. Fait qu'on a créé 2 classifications d'absorbeurs d'énergie pour adresser cette réalité-là. Fait que, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est un standard qui est en existence depuis près de 10 ans maintenant, mais on ne voit pas nécessairement l'implication de cette classification-là à l'échelle ou à utiliser dans nos chantiers, nos aires de travail ici au Québec. Si on regarde essentiellement, c'est quoi les critères de ces 2 classifications-là d'énergie, ou ces absorbeurs d'énergie plutôt, vous voyez à votre gauche une classification qu'on appelle le E4. Le E en temps désigné énergie, et 4 fait référence aux forces maximales d'arrêt. En soi, 4 indique 4 kN ou 900 livres. En soi, c'est l'énergie suite à la performance de mon absorbeur d'énergie que l'individu doit encaisser lorsqu'il arrive à un arrêt complet dans ses équipements de protection contre les chutes. Donc, si on regarde cette classe E4, si on regarde au niveau de la capacité, on parle d'une capacité d'entre 100 et 254 livres. La nuance étant, on ne parle pas du poids de l'individu, mais bien sûr l'individu avec ses équipements de travail, ses ceintures, ses outils. En soi, le poids qu'on va demander à nos équipements de protection de chute de soutenir. Pour faire les essais sur cette classification-là, on utilise un essai de masse, autrement dit un mannequin, de 100 kg, et on fait une chute libre de 1,8 m ou de 6 pieds. Si vous regardez en dessous, on parle de FMA. En soi, FMA, c'est force maximale d'arrêt. Et quand on parle de classe E4, on parle essentiellement de 4 kN ou 900 livres. Ça veut dire que vraiment, c'est l'énergie que l'individu va soutenir lors de l'arrêt ou l'impact, les forces maximales d'arrêt en bout de ligne. Et vous voyez, ça varie un peu selon les conditions de travail un peu. Donc, notre amortisseur, pas nécessairement qu'il perd en efficience, mais dans un environnement, à titre d'exemple, où il est gelé, l'absorbeur d'énergie sur notre longe est gelé, mais on voit que les forces d'arrêt sont un peu plus élevées. Fait qu'on se base toujours sur cette 4 kN-là ou 900 livres, mais on peut comprendre qu'elle peut essentiellement varier légèrement, dépendamment des conditions climatiques dans lesquelles on s'y trouve et on travaille. L'élément vraiment essentiel, il faut comprendre, c'est l'élongation. Puis dans la classe E4, on parle d'une élongation de 1,2 m ou on parle de 3,9 pieds, puis on comprend que ce n'est pas 1,2 m précisément. On utilise grosso modo 3 pieds et demi pour décrire le déploiement maximal de notre absorbeur d'énergie de cette classe-là. Si vous regardez à droite, mais c'est vraiment la désignation que CSA a déterminée
puis on appelle ça poids lourd pour la fin des causes. Mais vous voyez la capacité, on parle de 200 à 386 livres. Donc, vous voyez que c'est vraiment supérieur à celle de E4. Vous voyez l'essai de masse qu'on va utiliser, c'est un essai avec un mannequin de 160 kg à ce moment-ci. Et vous voyez que les forces maximales d'arrêt, au départ, on parle de 6 kN ou de 1300 livres. Encore une fois, on pense à l'énergie cinétique qui est créée lors d'une chute. Donc, on a quelqu'un d'une plus grande corpulence, un plus grand masse, ça crée plus d'énergie. Vous voyez aussi que les forces maximales d'arrêt, encore là, selon la situation, l'environnement, le climat, va varier essentiellement un petit peu dépendamment des conditions. L'essentiel, encore une fois, à retenir dans cette classification, c'est l'élongation. Encore là, cette distance de freinage, où ce qu'on va dissiper justement toute cette énergie-là cinétique qu'on a créée lorsqu'on est en mouvement, puis quand je veux dire mouvement, on est en accélération dans une chute en soi. Fait que ça, c'est vraiment les classifications. Ça existe depuis la nouvelle édition de cette norme-là en 2005, donc il a commencé à être en application en 2006, mais on ne voit pas nécessairement les ampleurs de cette classification-là sur nos chantiers, nos aires de travail, à mon avis, présentement, ici au Québec. C'est fort probablement, pour la plupart, on va utiliser un 4 et essentiellement, on dit, bien, ça va faire pour tout le monde. Vous voyez maintenant une distance d'arrêt de chute. Je veux vous montrer essentiellement quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte pour déterminer l'équipement que j'utilise dans un scénario de travail X. Est-ce que j'ai l'équipement approprié pour arriver à un arrêt complet avant de s'abîmer sur une structure inférieure, sur le plancher, en dessous de nous, etc. Une distance d'arrêt de chute comporte essentiellement 4 éléments. 2 qui sont variables et 2 qui sont fixes. Fait que la première qu'on doit prendre en ligne de compte, c'est qu'est-ce que j'utilise comme lien de retenue au dispositif de connexion. Dans mon exemple que vous voyez ici, j'ai choisi d'utiliser un longe E4 et une longe de 6 pieds. Donc, vous voyez que mon point d'ancrage, c'est un anneau en D situé sur le poutre au-dessus de mon travailleur. Fait qu'on, le premier calcul qu'il faut prendre en ligne de compte, si on parle de longe, c'est la longueur de la longe. Donc, je travaille avec un équipement de 6 pieds. On comprend, il n'y a rien qui va se passer pour mon monsieur. Il va être en chute libre jusqu'à temps qu'il atteigne ce point-là, la terminaison de son équipement. Donc, dans cet exemple, une longe de 6 pieds. Par la suite, il faut calculer la distance d'arrêt de chute. Mon distance, autrement dit, de freinage que je vais faire. Puis dans cette distance de freinage-là, on comprend, on va dissiper cette énergie cinétique-là avant qu'on puisse arriver à un arrêt complet. Donc, l'individu n'aura pas à encaisser toute cette charge d'énergie lors de sa chute. Fait qu'on dissipe l'énergie de la chute. Par la suite, mais c'est simplement, dans l'exemple que je vous présente ici cet après-midi, c'est un travailleur de 6 pieds. Donc, on comprend, on doit calculer l'individu. On ajoute un facteur de sécurité, ou si vous me permettez l'anglicisme, un buffer. Un facteur de sécurité, ça peut varier d'une manufacture ou un autre. Moi, j'aime bien utiliser 3 pieds. Autrement dit, c'est un tampon, une distance pour nous abrier un peu en cas où qu'on va dépasser légèrement notre calcul qu'on avait fait précédemment. Fait que ça nous donne cet avantage sécurité-là pour être sûr qu'on ne s'abîme pas, encore une fois, à la structure inférieure. Excellent. Je pense qu'on pourrait peut-être passer à une petite question pour voir si les gens ont bien compris la distance d'arrêt de chute. Donc, je vais vous lire la question. Vous voyez apparaître à votre droite les choix de réponse. Donc, vous pourrez utiliser les boutons qui correspondent à votre réponse, puis on reviendra sur la diapositive précédente pour que vous puissiez y faire référence.
Donc, quelle serait la distance de chute pour un travailleur qui utilise une longe de 6 pieds avec un absorbeur d'énergie de type E6? Donc, A, 18,5 pieds, B, 20,5 pieds, C, 22 pieds ou D, 24,5 pieds. Donc, on vous laisse 30 secondes pour répondre à la question. Je vous remets le distance, le petit schéma pour ceux qui veulent l'utiliser pour le calculer. Juste à penser à vos 4 éléments en soi qui composent notre distance d'arrêt de chute et juste considérer les deux variables ou la variable que je viens d'introduire dans l'équation de mon distance d'arrêt de chute. Donc, essentiellement, vous reprendrez, vous avez une longe de 6 pieds et on a changé l'amortisseur en soi. Donc, en changeant l'amortisseur, on en déduit qu'on est rendu avec un individu qui est un poids un peu plus supérieur. Fait que vous voyez un peu. Fait que je vous laisse quelques instants encore pour... Un petit 5 secondes encore. Donc, on va voir les résultats s'afficher. On cumule le tout, ça continue de rentrer de notre côté. Excellent. Donc, Bruce, les gens, la majorité ont donné la réponse B, 20,5 pieds. Bon, les réponses, effectivement, est 20,5 pieds ou 20 pieds et demi, si vous voulez. Fait que, qu'est-ce que j'ai ajouté comme variable dans mon équation? Si on revient, on a une longe de 6 pieds. Fait qu'on demeure toujours avec notre longe. On comprend que celle-ci va performer à l'extension maximale de cet équipement-là. Fait qu'on prend en ligne de compte notre longe de 6 pieds. Mais qu'est-ce qu'on a introduit comme différent? C'est qu'on a introduit un amortisseur de type E6. Donc, on comprend que notre individu va avoir un poids supérieur à 115 kg ou 250 quelques livres. Fait qu'on comprend que cet individu-là, ça va nécessiter par la masse de l'individu une distance de freinage ou d'arrêt un peu plus longue. Fait que si on revient à notre classification E6, on avait parlé d'une élongation maximale de 5 pieds et demi. Fait qu'effectivement, dans cette illustration-là, si on avait un individu avec un E6, il aura fallu une distance d'arrêt de chute de 20 pieds et demi. Donc, si on revient à mon image, mais on aura dans ce scénario-là, choisi un point d'ancrage 2 pieds plus haut qu'il est présentement, autrement dit. Okay? La façon que je vais vous décrire ça un peu, vous m'entendez parler d'énergie cinétique, j'aime bien utiliser des exemples de véhicules. Fait qu'on va utiliser mon bonhomme dans son petit voiture sport compact, puis vous comprendrez on demande au conducteur de monter cette petite voiture compacte-là à une vitesse de 100 km/h et on lui demande d'appliquer les freins subitement. Bien, on vient de créer l'inertie, la masse de cette petite voiture compacte-là pour monter jusqu'à 100 km/h à créer du momentum ou de l'énergie de motion, autrement dit l'énergie cinétique. En appliquant les freins, il va créer une distance X de freinage avant qu'il arrive un arrêt complet. Si j'utilise en dessous mon camion, qu'on va dire c'est un E6, bien, vous comprenez de façon, le camion, il est beaucoup plus lourd. Fait que mon camion qui va accélérer sur une distance de 100 km/h, puis si on applique les freins, bien, à cause de cette plus grande masse et tout ça, en appliquant les freins, mais c'est sûr, mon distance de freinage va être plus longue, parce qu'on a plus de masse, plus d'énergie cinétique. Fait que ça prend une plus grande distance pour arriver à un arrêt complet. Fait que de façon visuelle, j'essaie de vous expliquer vraiment la notion de freinage ou dissiper l'énergie lorsque notre absorbeur d'énergie se déploie. Je vous introduis un nouveau produit que je trouve génial, que je trouve très intéressant. Honeywell ont sorti des longes hybrides. Puis, qu'est-ce que je veux dire par longe hybride? Ils ont réussi à fusionner dans un seul absorbeur d'énergie les
classification E4 et E6 ensemble. Qu'est-ce que je trouve fort intéressant avec ce produit, c'est qu'on n'a plus cette doute-là, est-ce que l'individu porte l'absorbeur d'énergie approprié pour son poids? On n'a pas nécessairement besoin aussi de toujours avoir l'œil sur le poids de nos individus, nos travailleurs, si vous comprenez qu'est-ce que je veux exprimer. Fait qu'on a une inquiétude, ou on n'a aucune inquiétude est-ce que mon travailleur est bien protégé lorsqu'il utilise une longe de sécurité? Bien comprendre, par contre, c'est une longe ou un absorbeur d'énergie qui est hybride, mais qu'est-ce que je vous ai décrit en termes de performance ou de critères de performance d'individu qui va être un peu plus légère, ça va performer comme un E4, un individu un petit peu plus lourd, ça va travailler comme un E6. Fait que la distance de décélération, il faut toujours le tenir en compte. À cette fin, je voudrais vous présenter un petit vidéo très rapide sur les avantages et les qualités de ce nouveau produit offert par Honeywell. Bon, j'espère que vous avez trouvé ce vidéo intéressant et vous avez remarqué dans la vidéo, on a refait un peu les distinctions et les innovations dans ce type d'absorbeur d'énergie qui combine à la fois le E4 et le E6. Maintenant, je voudrais vous adresser concernant une nouvelle norme qui suscite beaucoup d'intérêt, je vous dirais, non seulement au niveau des professionnels en santé et sécurité, mais les gens qui utilisent les dispositifs rétractables. C'est une norme Z259.2.2. On est toujours dans notre version 1998.
Par contre, en 2014, on a publié une nouvelle édition de cette standard, cette norme-là, et publié des non applicables. Puis quand je veux dire non applicables, les manufacturiers de ces équipements-là n'ont pas à se adhérer à les modifications et changements à ce standard-là, puisque CSA n'est pas prêt à faire les essais physiques sur les équipements pour qu'ils puissent être approuvés selon cette nouvelle standard-là. Fait que juste garder en tête que c'est futur et ça va venir dans le futur, les changements que je vais vous en parler maintenant. Donc, si on regarde au niveau des faits saillants, véritablement, la nouvelle vraiment fait saillant importante de cette édition, c'est qu'on fait une reclassification des dispositifs rétractables. Donc, on va axer cette classification sur leur méthode d'utilisation ou leur fonction au lieu des critères qu'on avait auparavant. Donc, on parle d'une revision des dispositifs d'essai qualitatifs, une revision de la conception également de ces équipements-là, et pour ceux et celles qui ont ces types d'équipements-là dans leur flotte d'inventaire, peut-être que vous êtes familier avec le terme recertification, donc qui touche l'entretien et inspection ponctuelle de ces équipements-là, mais on redéfinit, on parle d'un mot revalidation maintenant de ces dispositifs-là. Fait que je vais prendre quelques minutes pour vous orienter l'ancienne classification versus la nouvelle qui s'en vient. Fait qu'à votre gauche, c'est la version 1998 qui est toujours présentement en vigueur. Okay? Fait que ça, c'est toujours, si vous prenez une ligne de vie autorétractable, vous lisez l'information à l'endos, vous allez voir la nomenclature vraiment de qu'est-ce qui existe présentement, soit type 1, type 2, type 3. Si nous regardions un type 1, on les définit essentiellement par leur longueur utile. Fait qu'un type 1, on parle d'une longueur utile entre 5 et 10 pieds, ou 1,5 à 3 mètres. Et ce type 1-là, on appelle ça typiquement, on va utiliser le terme enrouleur-dérouleur, ces types 1-là peuvent avoir soit un absorbeur d'énergie externe, un peu dans la même fonctionnalité que celle qu'on retrouve sur nos longes de sécurité, ou on peut trouver un absorbeur d'énergie interne à même le mécanisme de blocage et de freinage à l'intérieur du boîtier de l'appareil. On a également ce qu'on appelle un type 2, et essentiellement, c'est la même chose, mais ayant une longueur utile de plus de 10 pieds simplement, ou 3 mètres. Et un type 3, c'est toujours le même type d'appareil. Sa distinction, elle est menée d'un mécanisme de récupération. Donc, on a une manivelle qui peut convertir notre ligne de vie autorétractable en treuil. Fait qu'on pense suite à l'utilisation, à titre d'exemple, sur une potence, un trépied, lorsqu'on parle d'entrée et sauvetage en espace clos, à titre d'exemple. On va maintenant regarder qu'est-ce qu'on a publié en 2014 et on s'aligne vraiment avec le standard américain ANSI qui est en application maintenant depuis quelques années déjà maintenant. Fait que souvent, les standards CSA, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut s'aligner, si je peux utiliser ce mot-là, avec nos standards américains. Il faut comprendre que la plupart de nos manufacturiers sont américains. Fait qu'on veut essayer de quand même avoir un certain alignement avec les standards américains. Je vous montre les types en anglais. Pour la simple et bonne raison, ils ne l'ont pas publié, ce standard-là, en français. Fait que je vais vous donner mon petite opinion sur qu'est-ce que ça va être. Le premier, c'est SRL pour Self-Retracting Lifeline. Fort probablement, en français, ça va être ligne de vie rétractable, donc LVR à mon humble opinion. Donc, cet appareil, c'est tous les appareils qui ne peuvent pas être ancrés plus bas que l'anneau dorsal. Donc, quand un travailleur travaille, ces dispositifs-là sont essentiellement positionnés plus haut que l'épaule, autrement dit. Et donc, ils ne sont pas exposés à une bordure tranchante. La notion de bordure tranchante ou bord de pente, je vais vous introduire à ces terminologies-là parce que c'est ça aussi qui devient intéressant dans cette nouvelle édition. On voit SRL-R,
donc Suffer Tracking Lifeline Rescue, donc probablement LVR, puis il va peut-être R encore pour récupération. Fait que si vous voulez rapidement, c'est notre type 3 qui devient cette classification-là, autrement dit. Et là, vraiment, la distinction, la nouvelle addition, c'est les SRL-LE. LE en étant anglais pour Leading Edge. Ma traduction, c'est bord de pente. Et probablement, c'est l'élément clé de cette reclassification, c'est ce développement, cette nouvelle catégorie de produits. Donc, je vais vous entretenir dans les prochaines minutes. Fait qu'on parle vraiment d'un produit qui peut même être ancré plus bas que l'anneau dorsal et peut même être exposé à une bordure tranchante. Fait que je vais vous définir ces termes-là. Quand on parle oh, excusez. Avant d'aller plus loin, Bruce, on va juste passer une petite question pour la prochaine minute. Donc, suite à ces changements proposés, les dispositifs rétractables approuvés selon l'édition précédente de la norme devront être remplacés. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, je vous invite à utiliser la section de droite pour répondre à la question. On vous donne quelques secondes. Pensez à ce qu'on appelle en Québec, au Québec, la clause grand-père. Les réponses sont rentrées, Bruce. On parle de 93 qui disent faux. Excellent. En soi, c'est faux. Quand on apporte un changement, ou une nouvelle édition, un changement normatif, essentiellement les équipements qu'on avait déjà en main, qui répondaient déjà à l'édition antérieure, sont bien sûr toujours applicables et utilisation et peuvent être utilisés jusqu'à leur vie, fin de vie utile en soi. Donc, à moins que c'est vraiment une question vraiment de sécurité qu'on a déterminée, c'est vraiment, lorsqu'ils sont à leur fin de vie, on va s'en disposer, puis bien sûr, lorsqu'on a des nouveaux produits, mais ils vont être selon la nouvelle édition. Fait qu'il ne faut pas nécessairement, quand on a des changements normatifs là, s'inquiéter qu'on doit remplacer une flotte d'équipement quelconque. Fait qu'un bord tranchante en soi, je voulais apporter une illustration, une image qui représentait un peu qu'est-ce qu'en est un bord tranchant. En soi, pour toute fin pratique, c'est un bord qui est pas rond, simplement, qui peut représenter un bord tranchant ou ce qu'on aurait une longe un sanglage ou un câble qui pourrait être exposé à cette bordure tranchante-là et céder lors d'un mouvement cisaillement. Vous pensez peut-être, si on expose quelqu'un à une chute en pendulaire et le câble, le sangle frotte sur cette bordure tranchante-là, mais on peut exposer l'équipement à du dommage puis potentiellement un risque de blessure plus majeur en soi. Fait qu'on voulait adresser ces applications particulières-là dans cette nouvelle description. Fait qu'un bord tranchant, tout simplement, si l'équipement est exposé à une bordure qui n'est pas rond en soi, qui peut avoir un côté tranchant. On parle de bord de pente. Et ça, vous pouvez penser, puis vous me pardonnerez mon anglicisme, mais on imagine quelqu'un qui font du decking sur une toiture commerciale ou n'importe quelle toiture. Vous comprendrez qu'est-ce que je vais en venir. C'est qu'on a un point d'ancrage et plus qu'on s'éloigne du point d'ancrage, et on s'expose à une chute, mais on peut créer un angle ou un axe dans nos équipements de protection contre les chutes. Fait qu'en soi, ça crée une deuxième zone d'impact pour laquelle on doit abrier non seulement le travailleur, mais l'équipement de cette énergie, de ce deuxième point de contact-là. Fait qu'on a développé ces produits-là vraiment pour répondre à ces particularités ou ces besoins spécifiques-là de ces types d'équipements.
Donc, vous comprenez qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on a deux énergies en soi à atténuer. Le choc premier au point d'ancrage et le deuxième choc où on a l'accotement de notre sanglage ou notre câble sur ce deuxième élément, créant un angle dans nos équipements en soi. Fait qu'on adresse bord tranchant et bord de pente dans cette nouvelle gamme d'équipements. On va vous présenter une petite vidéo rapidement, durée d'à peu près 2 minutes et demie sur ces nouveaux équipements-là. Il n'y en aura pas de son, je vais essayer de l'animer dans le meilleur de mes possibles parce qu'il n'est pas disponible en français. Fait qu'on revient sur la notion de bord de pente, bord tranchante, et vous voyez évidemment le bon vieux dicton, l'image vaut 1000 mots. Vous regardez un peu les exemples d'où est-ce qu'on peut retrouver des bords tranchantes et aussi évidemment potentiel d'avoir certains bords de pente. On parle des équipements même qui peuvent être dangereux. On parle d'un cisaillement, comme vous avez vu là, d'une sanglage. Donc, on indique que les normes américaines, ANSI, ont déjà mis en place cette nouvelle classification d'équipements-là pour justement répondre à ces besoins particuliers-là. Essentiellement, on met un deuxième amortisseur dans l'équipement et ce deuxième amortisseur-là encore est justement pour atténuer l'énergie créée sur ce deuxième point de contact dans les équipements. Fait que vous pouvez voir par l'image, vous avez une bonne notion de quoi qu'on parle en termes d'équipement. Aussi, qu'est-ce qui est important de réaliser quand on chute dans des positions de travail comme celle-ci, on crée beaucoup plus d'énergie par le fait qu'on va faire une chute libre beaucoup plus longue. Essentiellement, ici au Québec, on ne peut pas nécessairement s'attacher à ses pieds. Les règlements ne nous permettent pas, mais de nos côtés, on a des équipements qui s'en viennent qui vont pouvoir répondre à cette réalité-là. Et voyez-vous, quand on fait une chute, bien souvent dans ces scénarios-là, avec des équipements standards, bien, on crée des énergies beaucoup plus supérieures lors d'une distance de chute. Voyez-vous, avec ces types d'équipements-là, malgré tout, sont conçus plus robustes, on va quand même arriver à notre fameuse 4 kN ou 900 livres d'énergie qu'on avait discuté lors de les longes de sécurité puis la classification des amortisseurs. Fait qu'une gamme de produits que je trouve vraiment intéressant à utiliser, beaucoup plus robuste pour, encore une fois, répondre vraiment à ces besoins particuliers-là. Et vous voyez, par le critère de performance, on parle d'une distance d'arrêt de chute beaucoup inférieure à nos équipements traditionnels aussi, si on la compare à une longe, etc. Bon exemple d'un cisaillement d'une longe qui a été à côté lors d'une chute pendulaire. Le câblage aussi, vous voyez le point d'impact au niveau du câblage lors de cet impact-là. Fait que le câblage est beaucoup plus robuste encore là pour répondre à ces besoins particuliers-là. Je vous illustre quelques exemples d'équipements qu'on peut utiliser. Tous les manufacturiers, il y en a. Si vous allez consulter les sites web des manufacturiers, peut-être des manufacturiers que vous utilisez présentement dans vos milieux de travail, la plupart des manufacturiers ont déjà introduit des équipements pour répondre à ces besoins spécifiques-là. Ces équipements-là sont disponibles au Canada. La notion principale à retenir, ils vont être sur simplement l'ancienne désignation. Fait que si vous voyez l'équipement à votre droite, qui est un équipement Miller, mais vous comprendrez, cet équipement-là va être simplement identifié comme une ligne de vie auto-rétractable type 2. Lorsqu'on va arriver dans le futur à notre nouvelle classification, mais à compter d'une date spécifique, ils vont être reclassifiés ou réappelés selon les nouvelles nomenclatures qui vont sortir sur ces produits-là. Fait que je les trouve vraiment génial, bien pensé, et encore là, c'est un exemple où ce que la réalité, les risques dans nos milieux de travail sont là et on y œuvre pour apporter des équipements innovateurs pour répondre à ces risques particuliers. Merci, Bruce. On va prendre peut-être le temps de répondre à quelques questions.
Rapidement, Madame Hardy pose la question, la FMA d'un absorbeur d'énergie E4 est-elle toujours de 4 kN ou si elle peut varier avec la distance d'arrêt de chute? Bien, la distance d'arrêt de chute, si on regarde, elle pourrait varier, mais elle va varier, oui, parce que la distance de chute libre va être plus longue. Donc, encore là, si on revient à notre notion d'énergie cinétique, mais elle ne dépassera pas, je crois, le 6 ou 7 kN. Fait qu'elle n'ira pas au-dessus de là. Qu'est-ce qui est bien important de réaliser lorsqu'on parle de chute libre, etc.? Essentiellement, quand on conçoit un système de protection contre les chutes, à la base, on doit, avec Munici, choisir un point d'ancrage approprié, puis toujours être conscient de notre positionnement versus ce point d'ancrage-là pour justement assurer qu'on ne fait pas une chute libre au-delà de ce que nos règlements permettent. Et quand on parle de la réglementation de la RSST, on parle de 1,2 m ou 4 pieds. Fait que c'est essentiel. Puis, il faut toujours retenir la notion, moins longtemps qu'on fait une chute libre, moins d'énergie cinétique qu'on crée, plus efficace devient notre équipement. Excellent. J'ai une autre question ici de Mme Dionne qui demande au niveau de ce qu'on a mentionné pour les changements normatifs, est-ce que c'est pour tous les types ou seulement les types 2 et 3? Il va être pour en soi, toute la famille au complet. Donc, j'ai inclus le type 1, donc elle vient d'en faire référence. Fait que si on comprend bien, ben on ne parle plus d'une longueur utile, fait que des types 1 puis des types 2 vont devenir des SRL ou des lignes de vie rétractables dans un autre gamme. Fait que ça ne sera plus nécessairement selon sa longueur utile. Fait que des 1 vont devenir des LVR, des 2 vont venir des LVR. Fait que ça va juste être reclassifié par tout ça. Fait qu'effectivement, oui, tous les types vont y être touchés, effectivement. Parfait. Pour une dernière question ici, au niveau de l'absorbeur d'énergie E6, est-ce que c'est pour toutes les applications ou toutes personnes confondues? Non, absolument pas. Encore là, on revient à la notion d'énergie cinétique et je vais prendre quelqu'un qui pèse un 115, un 120 livres. Si je reviens à notre illustration de voiture compacte ou mon camion, bien c'est sûr, si je donne un E6 pour la déployer, bien ça prend cette masse pour créer assez d'énergie pour la déployer adéquatement pour qu'elle puisse bénéficier, l'individu, de la dissipation de l'énergie. Fait qu'est-ce qui va arriver avec une petite personne qui va utiliser un E6? Bien, malheureusement, ils vont arrêter, oui, ils vont arrêter, bien sûr, mais ils vont arrêter, en bon québécois, net sec. Fait en arrêtant net sec comme ça, ils n'ont pas bénéficié, par leur manque de poids, d'une pleine dissipation de l'énergie cinétique dans les... Fait absolument pas. Il faut respecter vraiment la notion de l'individu dans un E4 et un E6. Fait que c'est vraiment une erreur, puis vous pouvez blesser des gens en mettant une petite personne en utilisant un longe E6. Parfait. Donc, je vais répondre à une dernière question, dans le fond, en résumé et en conclusion. Il y a quelqu'un ici qui me demande, Mme Jonca, si le PowerPoint peut être disponible pour consultation. Oui, absolument. On va vous le transmettre par courriel, de même que le lien pour revisionnement si vous voulez voir le webinaire d'aujourd'hui encore une fois. Donc, et si vous avez des questions également, parce que malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions aujourd'hui, vous pouvez toujours nous les transmettre à communication@commercial-spi-s.com, puis ça va vous faire un plaisir de vous revenir. Donc, je remercie Bruce d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère qu'on a pu répondre à vos attentes avec le webinaire et toute l'information qui a été donnée. Merci Bruce. Merci. Et je vous invite à participer au sondage qui va apparaître à votre écran dès que vous allez terminer et fermer l'application. Donc, merci et en espérant vous voir dans un prochain webinaire.